Vous faites bien de nous regarder. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici pour vous les titres du journal. Le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique a consacré cette fin de semaine à la visite des zones de tri et de transit des déchets solides. Objectif, voir comment fonctionne le personnel qui évolue dans ces différents regroupements et surtout les défis qui s'imposent. Dubreka de grande potentialité agricole, mais l'année dernière, plusieurs hectares de champs de riz ont été inondés, se plaignent les paysans. Ils se sont retrouvés pour exhorter l'État à construire des digues afin de favoriser une irrigation contrôlée. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous le disais tout à l'heure, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique a consacré cette fin de semaine à la visite des zones de tri et de transit des déchets solides. Objectif, voir comment fonctionne le personnel qui évolue dans ces différents regroupements et surtout les défis qui s'imposent. Papa Koli Kourma a aussi mis l'occasion à profit pour annoncer la réception très prochaine des engins pour le ramassage d'ordures. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma pour les détails. Fossidé, Koloma, Centre-Mère et Enfants et Kakimbo sont des zones de tri et de transit des déchets solides. Des montagnes d'ordures ont régné à mettre ici avant que la donne ne commence à changer. En lieu et place de ces immondices, nous avons construit des zones de tri et de transit, des points de regroupement modernes qui sont aujourd'hui fonctionnels. Le gouvernement guinéen se retrousse les manches certes, mais il n'est pas seul sur le terrain. Des partenaires apportent un coup de pouce aux autorités, reconnaît le ministre. Nous avons deux programmes. Le programme sanitaire ville propre, piloté par l'Union européenne et Enabel, qui ont fait cette zone de tri. Les autres sont réalisés par le programme de la BID et c'est un travail continu. Si ce programme porte, il sera élargi dans les capitales régionales. En attendant, le département concentre ses efforts à l'équipement des agents de terrain pour faciliter leurs conditions de travail. Dans les jours à venir, nous allons recevoir 56 engins dédiés à l'assainissement. Nous verrons maintenant comment essayer de faire, de dupliquer ce que nous avons fait ici à l'intérieur. D'abord, ça va commencer par les capitales régionales, ensuite on ira dans les préfectures. Tout ceci ne peut réussir que si les populations se montrent respectueuses des normes environnementales, dira Papa Koli Kourma. Ce n'est pas encore parfait, il reste encore beaucoup à faire, et d'ailleurs beaucoup encore à faire. Ce qui pourra nous aider, c'est la sensibilisation des populations, c'est le comportement citoyen pour le respect de notre environnement, qui pourra faire de Conakry une ville propre. La nouvelle structure du Front national pour la défense de la Constitution a rendu public ce week-end à Conakry une déclaration. Dans ce document, le FNDC se félicite de la libération la semaine dernière de 7 détenus politiques, un acte qui a lieu grâce à leur implication dans les négociations, disent-ils. Bernard Kondouno et Brahmasori Kamara, compte rendu. À peine déclarés responsables du Front national pour la défense de la Constitution, ces jeunes sont venus ce week-end devant la presse pour présenter leur première activité sur le terrain, mais aussi remercier le chef de l'État qui vient de gracier 7 détenus politiques. Le Front national pour la défense de la Constitution remercie le président de la République pour la libération de ces détenus, même si nous expérions la libération totale et sans condition de tous les autres. Le FNDC, dirigé par cette équipe, se félicite de cette opération réussie grâce à leur implication dans les négociations. Pour une sortie de crise, ces jeunes invitent les responsables religieux à s'impliquer davantage dans les pourparlers. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, réaffirme que la seule solution pour une sortie de crise est celle d'inclure toutes les parties prenantes. C'est pourquoi nous demandons puissamment
aux leaders religieux et aux coordinations régionales de nous aider à atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Dans leur déclaration, le Front renouvelle son engagement au peuple de Guinée à poursuivre son combat qui est celui de défendre la Constitution. Il invite également les familles des détenus politiques à garder espoir tout en leur soutenant dans leur lutte pour la libération de leurs enfants. Compte rendu signé Bernard Contono. Et puis, des acteurs de la société civile se préoccupent des impacts sur les exploitations minières sur l'environnement. Ce samedi, ils se sont concertés avec des cadres du gouvernement en vue de l'application de l'article 44 du Code minier qui consiste à procéder à la réhabilitation et à la fermeture des sites dévastés par l'exploitation minière. La rencontre se traduit donc comme une sorte de plaidoyer auprès des autorités. Alcénie Barry, Aliouba pour le compte-rendu. Il y a de nombreux sites miniers laissés à l'abandon sans aucune réhabilitation. Cela ne laisse pas indifférents ces acteurs de la société civile. Ils dénoncent de vive voix cette réalité car il existe des textes en la matière. Nous remarquons que l'élaboration des tests d'application de cet article est retardée. Donc les tests sont en souffrance. Donc nous interpellons le président de la République et son gouvernement d'instruire vraiment les services compétents pour prendre rapidement les tests d'application. Interpeller, faire des propositions, c'est l'objectif d'Alpha Abdoulaye. Pour lui, il est indispensable que l'État veille à l'application de l'article 44 du Code minier, un article qui consacre largement à la réhabilitation des sites dévastés. Ça fait déjà 8 ans que notre code minier est en vigueur. Donc il est important que cet article 144, qui est pour nous très important, à l'image du FODEL, à l'image de l'ANAFIC, aujourd'hui cet article 144 va boucler la boucle. La démarche est salutaire selon le chef du département normes et législation environnementale. Ensemble, ils souhaitent œuvrer pour le bonheur de la population locale. Cette initiative, elle est à saluer parce qu'elle va dans le sens de la protection non seulement de l'environnement, mais également des communautés qui sont les communautés riveraines, n'est-ce pas, ces projets d'exploitation minière. L'exploitation minière est le levier de l'économie guinéenne. Pour continuer à tirer ce profit, la sécurisation des communautés et la restauration du couvert végétal restent indispensables. Je le disais au sommaire, Doubreka a de grandes potentialités agricoles, mais l'année dernière, plusieurs hectares de champs de riz ont été inondés. Se plaignent les paysans. Ils se sont retrouvés pour exhorter l'État à construire des digues afin de favoriser une irrigation contrôlée. Mamadou Sadio Baldé commente les images d'Amara Alexila. Nous sommes à la plaine de Bamba, préfecture de Doubreka, où l'agriculture est très propice. Mais à en croire les populations, plusieurs dizaines d'hectares ont été inondés l'année dernière. Une crainte de famine hante l'esprit des citoyens. Qui est aujourd'hui complètement en abandon. Parce que si vous voyez, il y a plus de milliers de hectares qui est là. Mais aujourd'hui, voilà, comme on voyait des riz, pendant une année, tu es derrière quelque chose et finalement, tu n'as pas de résultat. Mais le problème, c'est quoi réellement? Le problème est que c'est l'eau salée qui rentre pour endommager les cultives du riz. Donc, à travers le gouvernement et ces ministères de l'agriculture qui peuvent nous aider pour bloquer, n'est-ce pas, cette eau-là, pour donner la vie à les gens de cette eau. Vous parlez d'un problème de digues? Les digues. Les techniciens sont là. Et quand les digues qui étaient là, qui étaient mis, c'est gâté. Donc l'eau fait qu'un tourdir maintenant dans les champs pour gâter, n'est-ce pas? Le directeur préfectoral de l'agriculture se dit conscient des difficultés que traversent les paysans. Des études approfondies seront faites pour sortir définitivement les agriculteurs de cette situation inconfortable. Bon, nos constats, c'est des constats amers. C'est un domaine, c'est une plaine. L'année passée, vraiment, la population n'a pas pu récolter du riz compte tenu de l'inondation qui a été faite. Franchement, quand vous prenez la préfecture de Doubreka, c'est cette plaine-là qui a été prise en compte
par le projet Saritem. Ce paysan souligne que toute leur vie est liée à cette plaine. Toutes les infrastructures obtenues sont les résultats des exploitations de ces terres. C'est pourquoi il demande à l'État de reconstruire des digues plus consistantes pour favoriser une irrigation contrôlée. Tout ce que nous gagnons, c'est grâce à nos travaux champêtres. C'est ce que nous connaissons. Nous sollicitons encore l'aide de l'État. C'est lui qui a construit autrefois les digues. Donc tous ces barrages sont détruits. Il faut qu'il agisse, car l'eau salée commence à nous fatiguer. En attendant cette aide attendue par ces populations, ces agriculteurs se débrouillent avec les moyens de bord. Les opérations de déguerpissement entamées il y a quelques semaines suscitent des polémiques dans certains quartiers de la capitale. C'est le cas à Nongo, dans la commune de Ratoma. Dans ce quartier, les frères jumeaux Makanera accusent le PDG de l'Aguipresse d'avoir corrompu certaines autorités communales afin que leur bâtiment soit marqué, alors que selon eux, il est loin de faire l'objet d'un encombrant physique, donc ne doit pas être démoli. Mais les citoyens du quartier voient des actes des deux frères dans notre œil. Ils pensent qu'ils useraient de leur rang social pour empêcher cette démolition. Ali Badara Kamara, Abou Kouria Kourma. C'est un dossier qui remonte à 2004, donc avant les opérations de déguerpissement sous l'ère Alpha Condé. Selon les frères Makanera, à l'époque, le PDG de l'Aguipresse les a demandé de lui revendre cet endroit. Mais le concerné a une autre version. Pour lui, les frères jumeaux ont anarchiquement occupé cet endroit. Ici, les titres fonciers opposent les deux parties. Le titre foncier même d'ici, c'est une rue de 10 mètres. Nous, on est à 11 mètres 50. Ce qui est évident qu'on ne peut jamais refuser. Quand on agrandit une route, on prend l'axe. Si c'est une route de 10 mètres, on veut aller à 14. On prend 2 mètres ici, on prend 2 mètres par là. Regardez, on a mis les croix ici, on n'a rien mis ici. Ça sent de la corruption. Face à cette situation, le PDG de l'Aguipresse ne reste pas sans mots. Il veut juste que la justice soit rendue dans cette affaire avec l'implication des autorités du pays. Moi, j'ai un titre foncier qui dit 15 mètres. Le titre foncier, il est là, il est au ministère. Il allait falsifier les dossiers pour dire que c'est une route de 7 mètres, de 8 mètres. Tout ce que je demande, moi, je n'aurais jamais intervenu s'il ne m'avait pas insulté et menacé de mort. Je demande au professeur Alpha Condé, c'est lui qui a pris la décision, ils n'ont qu'à diligenter. S'il se trouve dans la route, qu'on casse. S'il ne se retrouve pas dans la route, qu'on le laisse. Je n'ai pas de problème. Si ma maison même est dans la route, qu'on me le dise que je casse. Mais il n'y a pas de raison qu'on casse pour tout le monde et qu'on laisse. Pour les frères Makanera, les opérations de déguerpissement concernent seulement les installations qui ne respectent pas les normes de l'urbanisme. Selon eux, ils sont installés derrière les poteaux électriques. C'est pourquoi ils crient à l'injustice. Je vous ai dit 2 choses. Premièrement, vous regardez les poteaux électriques, par là et de l'autre côté. Nous sommes derrière les poteaux. Deuxièmement, vous voyez le parfum de corruption. Quand on veut augmenter la route, c'est des 2 côtés. Pourquoi un côté? Là où le monsieur veut transformer en parking, c'est là-bas. S'il y a quelqu'un qu'on doit faire quitter ici, où on devait se plaindre contre quelqu'un, c'est lui. Parce que le matin, tout ici, c'est obstrué, alors qu'il n'a qu'une parcelle. Sur la question, le PDG donne des précisions et insiste sur l'implication des autorités dans la résolution de ce conflit. Ces poteaux ont été installés par moi et ces poteaux-là ne datent même pas d'1 année. Ces poteaux n'ont rien à voir. C'est tout ce que je demande. Le ministère n'a qu'à diligenter une enquête. Qu'il commence là. La route, elle est là. Elle est déjà visible. Elle fait 15 mètres. Si une route peut faire 15 mètres au début et finir par 4 mètres, à l'État d'en juger. Voilà, c'est tout. Le marquage de la propriété privée des frères Makanera est selon eux une complicité de Makabari qui veut juste faire de cet endroit un parking privé. Si j'occupe l'emprise de la route,
Qui est État ici pour s'opposer à moi? Je crois que c'est l'État qui doit s'opposer, ce n'est pas une personne privée. Et quand vous allez au ministère de l'Habitat, il y a une plainte contre nous pour dire que nous occupons l'emprise de la route. Il faut casser chez nous pour qu'on mette le parking à sa place. Une accusation qui est rejetée en bloc par le PDG de l'Aguipresse. Cette fois-ci, je ne suis impliqué ni de près ni de loin. Malheureusement, il veut mettre sur moi. Il est venu m'insulter ici. J'ai demandé à mes hommes de ne pas répondre. On aurait pu répondre. Tout à l'heure, vous voyez, il est en train de m'insulter, mais je ne réponds pas. Il y a une semaine depuis que ce bâtiment a été coché. Mais juste là, aucun acte des autorités et les citoyens crient à l'injustice dans les opérations de déguerpissement. Affaire à suivre. Pendant ce temps, 2 familles voisines ont exprimé leur mécontentement hier à Kaloum. Les hommes et les femmes ont spontanément manifesté pour, disent-ils, réclamer justice pour leur frère qu'ils croient décédé en prison. Le détenu est reproché d'être un trafiquant de drogue, une accusation que sa famille refuse de croire. Le reportage est signé Fatoumata Bintabari. C'est une famille qui n'arrive pas à contenir ses émotions après la disparition, dit-on, d'un membre en détention. La colère s'empare de la famille, du voisinage et la manifestation touche tout le quartier Manquépa. Un pays de droit comme la Guinée, on prend un membre de notre famille innocemment arrêté, on l'envoie à l'OCAD. Nous nous mobilisons. Moi, personnellement, je suis allé pour sa rencontre. On m'a chassé, qu'on ne peut pas le rencontrer. Et moi, pertinemment, je sais qu'il était innocent. J'ai tout fait. Des jets de pierre et des barricades pour réclamer justice pour leur frère Al-Massouma, accusé de trafic de drogue. Même son avocat n'aurait pas eu la possibilité de le rencontrer. Maître Koulibaly a dit au procureur de la première instance de Dixine pour qu'on le laisse qu'il rencontre son client. Impossible. Ils ont voulu le tuer. Ils l'ont tué. Dieu est là. Il va rendre justice. Et ça ne se passera pas comme ça. Et le dernier mot à l'endroit de l'État, s'il vous plaît. Le dernier mot que je vais lancer à l'OCAD. Ils vont nous massacrer. Moi, personnellement, ils vont me massacrer avant l'enterrement de Alama. Faut-il préciser que le procureur de la République n'a jusqu'à présent pas officiellement fait observer la disparition de Al-Massouma. Enfin, l'école Les Sauveurs vient de livrer près de 800 apprenants sur le marché de l'emploi. Ils sont des infirmiers d'État, des sages-femmes et des techniciens de santé publique. Ils reçoivent leur sésame avec ferveur. Également, ils se réjouissent de la qualité des enseignements reçus durant leur cursus. Sur place, Mamadou Boïba, Aliouba ont recueilli leurs témoignages. C'est le Palais du Peuple qui a servi de cadre à l'événement. Satisfaits de la formation reçue pendant le cursus, les nouveaux diplômés disent être prêts à affronter le marché de l'emploi. Oui, nous sommes prêts fin prêts pour le marché d'emploi. Puisque dès la première année, on a commencé les stages. Fondée en 2009, l'école Les Sauveurs totalise de nos jours plus de 800 diplômés dont la plupart travaillent aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Le fondateur de l'établissement ne cache pas sa satisfaction. En un mot, je dirais que c'est un Dieu donné. Ce n'est pas ma force, c'est vraiment Dieu. Je suis à la 11e promotion et ça nous fait au moins les 800 diplômés dans le marché de l'emploi. Entre infirmiers d'État, sages-femmes d'État, techniciens de santé publique et techniciens de laboratoire. Parmi ceux qui fréquentent l'école Les Sauveurs, il y a des gens qui sont déjà diplômés dans d'autres universités. Ils se recyclent pour avoir une formation qui leur donne accès à un emploi. Bon, très content de sa formation. Ce qui m'a motivé, j'ai connu des anciens collaborateurs à moi qui travaillaient dans un autre domaine. Moi, je travaille dans les finances. Je suis employé dans le privé, dans des banques. Et j'ai connu des anciens collaborateurs qui ont décidé de quitter et d'aller se former là-bas à Labo et qui travaillent. Et actuellement,
Ils sont allés au Burkina Faso, ils ont été remarquables. J'ai échangé avec eux. Ma belle-sœur, elle avait déjà fait la comptabilité. J'ai décidé, compte tenu de la qualité de la formation des sauveurs, de l'envoyer là-bas et nous sommes très satisfaits. Le représentant du ministère de la Santé à la cérémonie s'est dit satisfait de la qualité de la formation offerte par l'école professionnelle Les Sauveurs. Il invite les jeunes à s'approprier des nouvelles technologies. Aujourd'hui, tous les métiers du monde sont basés sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Apprenez l'informatique, apprenez à faire des consultations pour vous mettre à jour. Un moment viendra, quand vous voulez connaître comment une épidémie comme le Covid-19, il faudrait que vous alliez sur l'informatique pour voir réellement comment cette maladie évolue. Un compte rendu signé Mamadou Boïba, rendu en studio par Djibril Ba. Ainsi prend fin donc ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV, coordonné à la régie par Lamine Sidibé Abouakar Foté Souma. Grand merci de votre aimable attention. Bonsoir.